Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on découvre une insuffisance rénale? Vous allez voir dans votre carrière de docteur, vous allez souvent effectivement suspecter et parfois confirmer l'insuffisance rénale, comme je vous l'ai dit. Une fois que vous avez l'insuffisance rénale, qu'est-ce que vous faites? La première chose, c'est de vous poser la question, est-ce qu'il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë? Aiguë, hein, vous allez apprendre en médecine, c'est tout ce qui a moins de 3 mois. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est apparu là sur les derniers jours ou dernières semaines? Pourquoi c'est important de savoir si c'est aigu? Parce que quand c'est aigu, c'est réversible habituellement dans la plupart des pathologies, et c'est encore plus vrai dans l'insuffisance rénale. C'est aussi très important parce que l'insuffisance rénale aiguë est une urgence parfois vitale. Quand la fonction rénale s'altère de façon très brutale, ça peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. Donc il faut savoir, est-ce que c'est quelque chose qui vient d'apparaître ou pas? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est aigu? La première chose et la plus simple, c'est de retrouver la fonction rénale antérieure. Et pour ceux qui vont passer dans le service de néphrologie, vous allez voir que quand on voit arriver quelqu'un avec une insuffisance rénale, la première chose qu'on fait, c'est appeler son médecin traitant ou appeler son laboratoire d'analyse médicale pour savoir est-ce qu'il y a déjà eu une analyse antérieure, quel était son chiffre de créatinine et donc de MDRD, 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus, pour savoir si c'était normal avant et qu'elle s'est altérée aujourd'hui. Donc, connaître la fonction rénale antérieure est essentiel dans notre spécialité. La deuxième chose, on va chercher un certain nombre de signes en faveur de la chronicité. Quand une maladie rénale est chronique, on va apparaître un certain nombre de choses. La première chose, c'est l'atrophie rénale. On va en discuter tout à l'heure, mais ça veut dire au fur et à mesure qu'une maladie rénale est chronique, elle est là depuis des mois ou des années, les reins vont petit à petit s'atrophier, donc diminuer de taille, et ça à l'imagerie, on peut voir des reins qui sont plus petits, avec un cortex plus mince, et donc ça nous évoque un processus plus chronique, et donc plus irréversible. L'existence effectivement d'une anémie ou d'une hypocalcémie est également un élément en faveur d'une insuffisance rénale aiguë. On va en voir tout à l'heure les différents arguments. Et bien sûr, les antécédents personnels ou familiaux. Si le malade vous dit oui, dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui ont une pathologie qu'on appelle la polykystose rénale, effectivement, c'est une pathologie qui est là qui probablement évolue depuis longtemps, et une maladie génétique qui a déjà atteint les reins. Si le patient vous dit oui, j'ai été opéré 4 fois de la prostate, des reins ou je ne sais quoi, c'est pareil, ça peut vous évoquer une pathologie plus chronique. Et puis, après, il y a un certain nombre d'arguments, des arguments qui peuvent vous orienter vers une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et obstructive. On va voir un petit peu plus loin, mais donc l'interrogatoire et l'examen clinique sont extrêmement importants pour avancer. Une fois que vous savez si c'est aigu ou chronique, en tout cas vous avez réussi à éliminer, on va dire, l'insuffisance rénale aiguë, il faut savoir dépister les signes de mauvaise tolérance. Ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'insuffisance rénale, c'est une pathologie qui peut conduire à la mort. Donc, il faut très vite savoir est-ce qu'on est dans une insuffisance rénale modérée, ancienne et qui ne pose pas de problème, on a le temps de l'explorer, ou si c'est quelque chose d'aigu qui nécessite d'hospitaliser le patient tout de suite, voire le mettre en réanimation si nécessaire. Alors quels sont les signes qui imposent une prise en charge urgente? C'est un DFG très bas, à moins de 15 ml par minute. C'est des signes cliniques d'urémie. Urémie, c'est tout simplement une intoxication par son urée et ses déchets azotés. Ça donne des troubles digestifs, ça peut donner une hémorragie digestive, une péricardite, bref, un certain nombre de signes qu'on va voir tout à l'heure. Ou ça peut donner une surcharge hydrosodée. Une surcharge hydrosodée, c'est quand le rein n'arrive plus à éliminer l'eau et le sodium qui va avec, et donc on se retrouve avec des énormes œdèmes qui peuvent donner ce qu'on appelle un œdème du poumon, une anasarque, c'est-à-dire un œdème généralisé. Et puis on peut avoir effectivement un certain nombre d'autres signes, par exemple les troubles ionique majeure, un potassium très très élevé qui peut donner des troubles de la conduction cardiaque, une acidose métabolique, une anémie, bref, un certain nombre de choses qui imposent une prise en charge urgente. Vous apprendrez ça au fur et à mesure. Et puis, il faut commencer un bilan étiologique. Vous allez voir, c'est surtout ça que je vais vous expliquer tout à l'heure. L'essentiel de votre insuffisance rénale, c'est de trouver les signes cliniques et biologiques qui vont vous orienter vers une cause de l'insuffisance rénale. Alors, le bilan étiologique se base bien sûr sur l'examen, savoir si le patient est hypertendu ou hypotendu, savoir s'il y a un obstacle sur les voies urinaires. Ça, vous allez palper le ventre pour chercher un globe, vous allez faire un toucher pelvien pour vérifier qu'il n'y a pas une énorme prostate ou une tumeur pelvienne chez la femme. Regardez s'il y a des œdèmes, s'il y a des signes extra-rénaux, une hémorragie intra-alvéolaire ou des œdèmes, des douleurs articulaires, etc. Mais
en dehors de l'examen clinique, ce qui va être important, c'est deux choses. La première chose, c'est les examens biologiques d'urgence. Et là, pour le coup, pour faire très simple, il faut faire un ionogramme urinaire, faire une protéinurie. Alors, j'ai mis 24 heures, mais ça peut être une protéinurie sur échantillon, comme je vous disais la dernière fois. Un ECBU pour rechercher des nématuries ou de leucocyturies. Et puis, il faut également une imagerie, une échographie, pour regarder un petit peu est-ce qu'il y a un obstacle sur les voies urinaires. Le reste du bilan peut être complété par plein d'autres examens, mais je n'entrerai pas là-dedans. Je pense que ça dépasse largement ce que vous devez savoir en deuxième année. Donc, ça, c'est un espèce de tiroir que je pense qu'il faut que vous reteniez. C'est effectivement quels sont les éléments qui vont orienter vers le caractère aigu d'une insuffisance rénale. Comme je disais, une fonction rénale antérieurement normale, c'est sûr que ça, c'est le meilleur argument pour dire que c'est quelque chose d'aigu. C'est pas toujours simple, on n'a pas toujours sous les yeux des examens antérieurs, puis temps, il y a des patients qui n'en ont pas. Des patients jeunes comme vous et moi, souvent ils n'ont jamais fait de prise de sang de leur vie, donc on ne connaît pas leur fonction rénale antérieure. Donc la deuxième chose, c'est regarder sur le plan biologique et radiologique ces arguments en faveur de processus chroniques. L'atrophie rénale, en tout cas donc les reins de taille diminuée, l'anémie, souvent liée justement à cette carence de PO dont je vous parlais tout à l'heure, ou la présence d'une hypocalcémie, d'une hyperphosphorémie, c'est des éléments qui vont vous orienter vers quelque chose de chronique. Okay, à retenir. Alors, quels sont les signes de l'insuffisance rénale? Qu'est-ce que ça donne comme signe? Est-ce que ça donne nécessairement une oligurie, c'est-à-dire une diminution de la quantité d'urine? C'est tout à fait inconstant. L'oligurie n'est pas du tout constante. On a des patients qui ont une insuffisance rénale sévère, qui sont même dialysés des fois, et qui urinent encore 1 litre, 2 litres, 3 litres par jour. Donc l'oligurie n'est pas constante dans l'insuffisance rénale. Par contre, c'est vrai que quand elle est là, et elle peut être là dans 30-40% des cas, ça rend tous les autres symptômes beaucoup plus fréquents. Alors quels sont les autres symptômes? Alors c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est la surcharge hydrosodée, une prise qui va se traduire par de l'œdème, les œdèmes que vous avez peut-être déjà vus chez l'insuffisance cardiaque ou chez le patient qui a l'insuffisance hépatique, c'est un peu les mêmes. C'est une prise de poids, les œdèmes blancs, mous, prenant le godet au niveau des membres inférieurs, des clives, qui peuvent bien sûr aussi s'accompagner d'un œdème au niveau des séreuses, c'est-à-dire au niveau des plèvres, au niveau de l'acide, au niveau de la cavité abdominale qu'on appelle l'acide, mais qui peuvent parfois aller jusqu'à l'œdème pulmonaire, donc effectivement des crépitants au niveau des aires pulmonaires et qui peuvent se traduire par une dyspnée. Les signes d'urémie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quoi? C'est justement les troubles digestifs qui sont souvent au premier plan, des nausées, des vomissements, une espèce de fatigue importante, une anorexie, et c'est souvent ça effectivement qui va être révélateur de la maladie rénale, terminale en tout cas. Et puis après, on peut avoir d'autres choses, des troubles neurologiques. On peut avoir des patients qui sont confus. L'accumulation de déchets azotés peut parfois donner des syndromes confusionnels, surtout chez une personne un peu âgée. Une douleur thoracique liée à la péricardite, une hémorragie digestive. Donc vous voyez que c'est des symptômes qui ne sont pas du tout spécifiques de quoi que ce soit. Et c'est surtout effectivement quand on fait une exploration de certains symptômes qu'on va tomber sur les examens biologiques anormaux qui vont signer l'insuffisance rénale. Alors, au niveau biologique, donc à part l'augmentation de l'urée et la créatinine, on peut avoir d'autres choses qui accompagnent. Et donc, comme je disais, c'est souvent les troubles ioniques, notamment l'hyperkaliémie ou l'hyperphosphorémie, parfois, l'acidose métabolique avec une diminution de la réserve alcaline. Alors, quant à l'étiologie, et c'est là effectivement qu'il va être important aussi de retenir un des messages importants de ce cours, c'est que quand on trouve une insuffisance rénale, il faut essayer de se poser la question quelle est l'origine et dans quel de ces trois grands cadres on se retrouve. Quand on parle d'insuffisance rénale, on a trois situations. La première, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale ou fonctionnel, dans lequel le rein va très bien, mais simplement il n'est plus alimenté suffisamment en début sanguin pour faire son boulot, donc ce qu'on appelle une hypoperfusion rénale. La deuxième grande catégorie, c'est l'insuffisance rénale aiguë post-rénale, donc effectivement le rein pareil, pour l'instant il va très bien, mais il y a un obstacle sur les voies urinaires qui l'empêche d'éliminer les urines, donc c'est souvent un problème urologique. Et puis, il y a la troisième catégorie qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë intrarénale ou organique, où là, le problème se situe
au sein même du parenchyme rénal, et là effectivement ça peut atteindre le glomérule, le tubule, l'interstitium, tout ce que vous avez vu en anapathe, vous allez voir en anapathe, ou les petits vaisseaux intrarénaux. Donc comment faire la différence entre ces trois grandes catégories? On va les prendre une par une. L'insuffisance rénale aiguë pré-rénale. Qu'est-ce que l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale? C'est quand justement le sang n'est pas suffisamment alimenté en sang. Quand est-ce que ça arrive? Ça arrive effectivement par exemple quand on est déshydraté. C'est le grand classique, c'est la tourista ou la gastroentérite, notamment chez la personne un peu âgée ou chez le tout petit, hein, chez le nourrisson, surtout quand on n'arrive pas à boire derrière, qu'on se vide, notamment sur le plan digestif, et ben ça peut donner une déshydratation. C'est aussi parfois médicamenteux, hein, ça peut être effectivement nos médicaments comme les diurétiques qui donnent ce genre de choses. Ça peut être un certain nombre d'autres causes, comme les pertes cutanées, par exemple chez le patient qui a une mucoviscidose. L'autre grande cause d'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, c'est ce qu'on appelle les états de choc. Vous allez apprendre ce que c'est que les états de choc, mais c'est quand pour une raison ou pour une autre, on n'arrive plus à maintenir une tension artérielle correcte, une pression artérielle dans le système vasculaire. On peut le voir soit parce qu'on hypovolémie, c'est la déshydratation au stade ultime. Ça peut être l'hémorragie massive, un patient qui saigne, qui a perdu 2 litres de sang, il a du mal à maintenir une pression artérielle correcte sur... voilà. Et ça peut être le sepsis ou l'anaphylaxie. Le sepsis, c'est l'infection sévère, ou l'anaphylaxie dans lequel on a une vasodilatation importante qui fait que le volume sanguin n'arrive plus à remplir, si je peux dire, tout le secteur vasculaire. On a un certain nombre d'hypovolémies efficaces. Qu'est-ce que c'est que cette situation? C'est quand on a une surcharge hydrosodée, mais que l'eau et le sel ne sont pas dans le bon secteur. C'est vrai dans l'insuffisance cardiaque ou dans l'insuffisance hépatique, voire dans le syndrome néphrotique, où on a des énormes œdèmes, mais effectivement le secteur vasculaire est vide. Il n'y a plus de liquide, ou en tout cas pas suffisamment de liquide dans les vaisseaux. Et puis on a un certain nombre de médicaments qui interfèrent avec l'hémodynamique intrarénale, les anti-inflammatoires, les IEC, les ARA2, c'est-à-dire des médicaments antihypertenseurs qui font chuter le débit de filtration glomérulaire. Alors qu'est-ce qu'elles ont tout en commun, toutes ces causes? Elles mettent le corps, l'organisme dans une situation dans laquelle il y a un problème de perfusion de tous les organes. Le corps n'arrive pas à perfuser tous les organes, donc il va choisir les organes vitaux. Dans ces situations-là, l'organisme va choisir de perfuser le cerveau, le cœur, les organes vitaux, et les autres organes vont être mis en fait au second plan. C'est vrai pour le rein, mais ça peut être aussi sur la peau. Donc on va voir apparaître ce qu'on appelle les marbrures, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça peut être éventuellement le tube digestif. On peut avoir des douleurs abdominales et des ischémies digestives. Bref, mais en tout cas sur le plan rénal, ça va aboutir à l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Alors comment ça marche? Très très brièvement. Alors voilà un rein, en tout cas. Quand le débit de sanguin dans le rein diminue, le rein va répondre en produisant cette fameuse hormone qu'on appelle la rénine, peut-être déjà fait en physiologie. Et la rénine, quel est le rôle de la rénine? Le rôle de la rénine, c'est de transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. Et l'enzyme de conversion va transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Alors pourquoi? Parce que l'angiotensine 2 va permettre de faire une vasoconstriction, donc va essayer de constricter sur le corps entier, mais notamment effectivement au niveau des téguments, va vasoconstricter pour essayer de maintenir une tension artérielle correcte. Et puis l'autre rôle de l'angiotensine 2, c'est d'aller agir sur la surrénale et faire produire par la surrénale une hormone qu'on appelle l'aldostérone. L'aldostérone, c'est une hormone qui, elle-même, va agir de nouveau au niveau des reins et de façon très grossière, en tout cas, va jouer au niveau du segment distal du rein, on appelle le tubule distal, en donnant un signal pour réabsorber le sodium, mais en contrepartie, bien sûr, on va perdre du potassium et quelques ions H+. C'est ce qui se passe. Pourquoi est-ce que l'organisme répond comme ça? Parce que quand il voit la tension artérielle basse, il se dit je suis peut-être déshydraté, il faut absolument que je retienne l'eau, et pour retenir l'eau, il faut retenir le sel avant tout. Donc ce mécanisme médié par l'aldostérone va permettre de réabsorber du sodium pour essayer de maintenir un minimum la volémie. Donc
pour l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, on peut justement se baser, en connaissance de ce mécanisme, on peut se baser sur un certain nombre d'éléments pour affirmer le caractère pré-rénal de l'insuffisance rénale. La première chose, c'est interroger le malade. Si effectivement le malade vous dit ça fait 15 jours depuis que je suis rentré d'Afrique, j'ai la diarrhée, si vous dit je prends des anti-inflammatoires, si vous dit j'en sais rien, mais il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent vous orienter déjà vers le diagnostic. Mais l'examen clinique va également vous permettre d'avoir quelques éléments supplémentaires. S'il y a des signes de déshydratation extracellulaire, comme une chute de tension artérielle, une perte de poids, dès qu'il se met debout, la tête qui tourne, etc. Si au contraire vous avez des signes de choc à l'examen, dès que vous levez le drap, vous voyez que ses genoux sont complètement marbrés, ça peut être un argument notable pour l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale. Mais là où ce qui va confirmer le diagnostic, c'est ce qu'on appelle l'ionogramme urinaire. Vous faites un échantillon urinaire, les premières urines, vous l'envoyez au laboratoire et vous demandez au laboratoire de vous faire un dosage de sodium, de potassium, de créatinine et d'urée là-dessus. Et vous interprétez ça en comparant avec l'ionogramme sanguin. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ici? Comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on a l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, on essaie de réabsorber du sodium. Donc dans les urines, si vous regardez la natriurèse, elle va être effondrée. D'accord ? Moins de 20 millimoles par litre. Si vous regardez le rapport sodium sur potassium, il va être inférieur à 1. Ce que je vous ai montré tout à l'heure ici, mais dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, vous réabsorbez le sodium, donc effectivement vous avez relativement peu de sodium dans les urines, mais en contrepartie vous éliminez du potassium. Donc effectivement vous allez avoir un rapport Na sur K qui va être inférieur à 1. Vous allez avoir plus de potassium que de sodium dans les urines. Et puis, donc, c'est exactement le contraire, bien sûr, dans l'insuffisance rénale aiguë organique. Et puis après, si vous regardez le taux d'urée et de créatinine dans les urines, et que vous le comparez à ce qui se passe dans le sang, vous allez avoir des rapports urinaires sur plasmatique de l'urée et de la créatinine très élevés. Ça reflète quoi? Ça serait tout simplement des urines très concentrées. Essayez de vous rappeler ce qui s'est passé la dernière fois où vous avez été complètement déshydraté, quand vous n'avez pas bu de la journée ou quand vous avez eu la dernière gastro. Vous voyez vos urines, elles sont très foncées. D'accord ? Il y a très peu d'urine et très foncées. C'est le mécanisme physiologique qu'on vient de voir qui s'est mis en route. C'est-à-dire que vous avez des urines que l'organisme a essayé de réduire au maximum. Mais en réduisant au maximum, ça fait que les concentrations de ce qu'il y a dedans sont très élevées. Donc les rapports U sur P, donc urinaire sur plasmatique de l'urée ou de la créatinine, vont être très élevés. Alors souvent on me pose la question, mais si on a beaucoup d'urée et de créatinine dans les urines, pourquoi on a de l'insuffisance rénale? On a des grosses concentrations, mais comme on a des tout petits volumes, la quantité d'urée et de créatinine qui sont éliminées par 24 heures reste minime. Donc effectivement, on peut avoir une élévation de l'urée et de la créatinine sanguine à cause de ça. Donc c'est cette formule, ces différentes formules effectivement qui sont là, il faut les retenir également. Ça fait parmi des choses que je vous demande de retenir aujourd'hui. Gardez en tête effectivement que l'analyse des urines peut vous permettre de faire le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Très peu de sodium dans les urines, moins de sodium que de potassium dans les urines, et des concentrations urinaires d'urée et de créatinine très élevées, en tout cas plus de 10 fois plus élevées que celles qu'on a dans le sang. La deuxième grande catégorie d'insuffisance rénale, ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë post-rénale, donc effectivement, ou urologique en deux mots, obstructive. Pour avoir une insuffisance rénale aiguë post-rénale, il faut que l'obstacle soit sur les deux reins, ou alors qu'il survienne sur un rein fonctionnellement unique. Si vous avez, la nature nous a doté de deux reins, si on a un obstacle sur un des deux reins, l'autre peut très bien faire le boulot tout seul. Donc effectivement, si vous avez un obstacle sur un rein, vous ne devenez pas suffisant rénal. Il faut que les deux reins soient bloqués en même temps, ou alors qu'il y ait un rein qui soit détruit ou enlevé ou je ne sais quoi, et que l'obstacle survienne sur le rein contralatéral. L'autre chose à savoir aussi, c'est que l'anurie n'est pas constante. On peut avoir parfois un obstacle sur les voies urinaires, mais des patients qui continuent à uriner. Alors, ils urinent souvent avec difficulté, ou parfois par ce qu'on appelle un rengorgement. Et effectivement, c'est des vessies qui sont pleines à craquer et qui, de temps en temps, débordent. Et les patients disent, de temps en temps, j'ai une miction que je n'arrive pas à contrôler. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Alors, on sait bien sûr
l'interrogatoire, l'examen clinique et notamment l'examen pelvien, mais ça les urologues vous ont fait le topo, mais surtout l'imagerie rénale. Et l'imagerie la plus simple à mettre en œuvre et la moins irradiante, c'est l'échographie rénale. Vous devez devant toute insuffisance rénale, demander une échographie rénale, à la fois pour la taille des reins, comme on l'a dit tout à l'heure, la taille des reins donnant un indice sur la chronicité ou pas, mais aussi pour rechercher une dilatation des cavités. Quand on a une insuffisance rénale obstructive, avec une obstruction donc, au niveau des uretères, au niveau du pelvis, on va avoir en amont une dilatation des cavités, donc effectivement qui va être avec des gros uretères, mais notamment des cavités pyélocalicielles au sein même du rein. Alors ça passe pas très très bien comme d'habitude. Ça c'est un rein normal. Et là, ce que vous voyez en noir, que je dessine à peu près, c'est le piélon et voilà, donc qui est dilaté. Un rein normal, on ne voit pas les cavités pyélocalicielles. Dès qu'il y a une goutte qui arrive dans une cavité, elle est tout de suite drainée vers l'urtère et vers la vessie. Donc on ne voit pratiquement pas les cavités pyélocalicielles sur un rein normal. Quand vous voyez les cavités pyélocalicielles aussi bien que là-dessus, eh ben, c'est qu'il y a un obstacle en dessous. Donc effectivement, il faut aller regarder de façon plus détaillée qu'est-ce qui obstrue les voies urinaires. Alors là, dans ce scanner que vous ne voyez pas, là c'est les deux reins, il y en a un qui est là et l'autre qui est là. Et sur ce rein-là, ce que vous pourrez voir quand vous aurez le diaporama, mais il y a une énorme dilatation que je vous dessine ici avec mon pointeur du piélon qui fait tout ça, qui est pratiquement aussi gros que le rein, et en fait qui montre simplement l'urine qui stagne à cet endroit-là. Donc le scanner ou l'échographie peuvent permettre de visualiser l'obstruction et surtout de déterminer où ça bloque et savoir ce qu'il faut faire. On va en parler rapidement tout à l'heure. Les causes de l'insuffisance rénale aiguë obstructive sont diverses et variées. Ils peuvent prendre pratiquement toutes les causes que vous allez apprendre en urologie. Ça peut être des tumeurs bénignes ou malignes, ça peut être des calculs, des caillots, des compressions extrinsèques. Bon, c'est pas la peine d'apprendre la totalité de tout ça, mais vous pouvez imaginer que pratiquement toutes les causes de maladies urologiques peuvent donner un obstacle sur les voies urinaires. Donc, on en vient maintenant aux causes d'insuffisance rénale aiguë organique, et là pour le coup c'est le rein qui est malade. Alors vous avez déjà vu dans les cours précédents que le rein est composé d'un certain nombre de structures, le glomérule, le tubule, l'interstitium, ce qui entoure tout ça, et les vaisseaux qui apportent le sang et qui drainent le sang épuré une fois que la filtration a été faite. Donc chacune de ces structures peut être atteinte dans différents types de pathologies, et donc on va souvent différencier les insuffisances rénales aiguës organiques en fonction de la structure qui a été principalement atteinte. On peut parler de glomérulonéphrite rapidement progressive, de nécrose tubulaire aiguë, de néphropathie interstitielle, de néphropathie microvasculaire et parfois dans les atteintes macrovasculaires quand c'est vraiment les gros vaisseaux qui sont atteints. Alors comment est-ce qu'on va s'orienter ? On peut faire, mais pareil, le contexte clinique est souvent très très informatif et puis l'examen clinique est important, notamment sur le plan rénal. On va chercher les œdèmes, l'hypertension, les signes extra-rénaux, savoir s'il y a un purpura, une éruption dans le lupus ou je ne sais quoi d'autre, une hématurie macroscopique. Et puis la biologie, on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont nous orienter un petit peu, les principaux étant quand même de savoir s'il y a une hématurie, une leucocyturie, une protéinurie. D'accord ? Et puis après, le reste, on fait en fonction de ce qu'on a dans le bilan initial. Pour statuer, souvent, on a parfois besoin d'aller faire une biopsie rénale. On va prendre un petit bout du rein pour regarder au microscope, et ça, c'est sûr qu'on a du coup la réponse à tous les coups. Mais la biopsie est quand même un examen relativement invasif qu'on est finalement assez rarement amené à faire. Souvent, le diagnostic est fait sur d'autres arguments, cliniques ou biologiques, et la biopsie finalement est faite moins d'une fois sur 5 pour confirmer le diagnostic et l'étiologie de l'insuffisance rénale. Alors, je vais détailler rapidement les 3-4 grandes catégories d'insuffisance rénale aiguë organique. La première étant la nécrose tubulaire. La nécrose tubulaire, c'est la cause la plus fréquente, et de loin, d'insuffisance rénale aiguë organique. Pourquoi ? Parce que le tubule, c'est la partie la plus sensible du rein,
et notamment sensible à l'hypoxie. Alors quand est-ce qu'on se retrouve avec une hypoxie rénale? Notamment quand on a une hypoperfusion rénale prolongée. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on est déshydraté, on a une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, c'est vrai, mais si effectivement la déshydratation perdure pendant plus de 24 heures, si le choc pareil n'est pas traité de façon rapide, le rein il est hypoperfusé pendant quelques heures, ça va encore, mais si l'hypoperfusion dure trop longtemps, là la cellule tubulaire elle en pâtit et elle va se nécroser. Donc ça va donner ce qu'on appelle la nécrose tubulaire aiguë. Alors le tubule est également sensible à un certain nombre de médicaments, notamment des médicaments toxiques pour le rein. Alors il y a l'iode qu'on peut utiliser pour opacifier les vaisseaux dans un scanner, mais ça peut être un certain nombre de médicaments, d'antibiotiques, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic de la nécrose tubulaire? On a des patients qui sont souvent hypotendus, si en tout cas il y a une hypoperfusion rénale, mais surtout les examens biologiques vont montrer quoi? Vont montrer qu'il y a très peu de protéinurie. Et en tout cas, si on en a de la protéinurie, c'est une petite quantité de protéines avec très peu d'albumine. Je vous ai fait le cours là, il y a 8 jours ou 15 jours sur la protéinurie. Je vous ai dit qu'effectivement, il y avait plusieurs types de protéinurie, des protéinuries glomérulaires, des protéinuries tubulaires. Là, on est vraiment dans le contexte de la protéinurie tubulaire qui contient très peu d'albumine, d'accord, et des protéines de bas poids moléculaire qui sont passées à travers un glomérule normal, mais qui n'ont pas pu être réabsorbées par le tubule malade dans cette situation-là. Alors, on a parfois quelques globules blancs qui se baladent, mais pas d'hématurie microscopique dans la nécrose tubulaire aiguë. Donc, souvent, la nécrose tubulaire ne nécessite pas la biopsie rénale, mais si on fait la biopsie rénale, on va tomber sur ça. On va tomber sur un interstitium avec un glomérule qui est strictement normal et des cellules tubulaires, des tubules, c'est ces petits segments que vous pouvez voir ici, qui sont franchement pathologiques. Alors, normalement, une cellule tubulaire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros, qui vient pratiquement jusqu'au milieu de la lumière tubulaire. La lumière est quasi virtuelle dans un tubule normal. Et là, vous voyez que les cellules tubulaires sont quasiment à plat, voire même, il y en a quelques-unes qui se baladent, qui sont parties, qui ont desquamé, qui sont parties dans la lumière et qui sont en train de partir dans les urines. Donc, toutes ces tubes sont complètement à plat et ça explique effectivement pourquoi ils ont du mal à travailler correctement. La deuxième grande catégorie, c'est les glomérulonéphrite rapidement progressives. C'est des maladies glomérulaires qu'on peut voir essentiellement dans les maladies systémiques. C'est souvent une atteinte auto-immune du glomérule. Là, pour le coup, on a une protéinurie qui est glomérulaire, essentiellement en fait d'albumine. On a toujours une hématurie, micro ou macroscopique. Et on a parfois peu d'œdème, mais pas de façon constante. Par contre, on va avoir un certain nombre de signes extra-rénaux et des anomalies immunologiques qui vont nous orienter vers cette maladie systémique, un lupus, une vascularite, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, c'est vraiment de la pathologie, c'est plus de la sémiologie. Mais effectivement, ça peut donner des signes cutanés. Là, vous voyez un purpura avec plein de petites taches, effectivement. C'est des petits vaisseaux qui claquent sous la peau. C'est exactement ce qui se passe dans le rein, au niveau des glomérules. Ça peut donner des hémorragies intra-alvéolaires avec du sang, effectivement, dans les alvéoles, comme vous pouvez voir là. Et quand on fait la biopsie rénale, on va tomber sur une maladie, du coup, glomérulaire. Là, ce que vous voyez, c'est une prolifération extracapillaire. On ne va pas rentrer dans le détail, mais et en immunofluorescence, on peut trouver des dépôts d'anticorps qui se déposent au niveau du glomérule. Donc, c'est une maladie qui fait peur aux néphrologues, c'est rare, mais effectivement c'est une maladie qui peut détruire le rein en quelques jours. On a des patients qui en 10-15 jours de temps sont passés d'une fonction rénale normale à une fonction rénale qui nécessite la dialyse, et souvent parfois quand on arrive avec du retard là-dessus, on n'arrive même pas à revenir en arrière à faire récupérer la fonction rénale. La néphropathie interstitielle, alors l'interstitium c'est quoi? C'est tout ce qui entoure les tubules et les glomérules. Et là, pour le coup, les néphropathies interstitielles, c'est souvent d'origine médicamenteuse. C'est souvent une espèce d'allergie médicamenteuse. Il y a un certain nombre de médicaments, même qu'on utilise très fréquemment, certains antibiotiques, certains protecteurs gastriques, qui vont donner une espèce d'allergie qui vont manifester par une néphropathie interstitielle, qui donne quoi? C'est, comme je vous disais, le glomérule est normal, donc on va avoir très peu de protéines. S'il y en a, c'est une protéinurie tubulaire, et parfois quelques leucocytes sans infection, des signes cliniques très très pauvres,
sur le plan extra-rénal. Et effectivement, là pour le coup, c'est souvent la biopsie rénale qui va nous montrer la néphropathie interstitielle. Alors là, vous voyez effectivement tous ces petits points marron ou noir, c'est des cellules, des lymphocytes qui ont infiltré l'interstitium. L'interstitium, vous voyez toutes ces structures qui sont entre les tubules et les glomérules, et donc qui ont infiltré l'interstitium et qui l'empêchent de fonctionner correctement le rein. Donc, je vous dis, c'est souvent d'origine médicamenteuse, mais ça peut être un certain nombre de maladies auto-immunes aussi qui peuvent donner ce genre de choses. Et pour finir, on a une néphropathie vasculaire, où là, pour le coup, c'est les petits vaisseaux qui peuvent se boucher. Pareil, il n'y a pas de raison que ça donne une protéinurie, ni une hématurie microscopique. C'est les vaisseaux qui sont complètement bouchés. Ça donne souvent une hypertension artérielle extrêmement sévère. Mais là, pareil, je ne vais pas